Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une FAQ. Et oui, je vous ai mis une petite boîte à questions sur Instagram pour me poser des questions. Je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on s'asseye entre vous et moi, tu vois, genre tranquillou. Moi j'ai mon petit café juste ici dans mon petit thermos dans lequel je me suis brûlée la dernière fois quand j'ai enregistré le podcast. Mais là ça va, le café il est pas trop chaud donc ça devrait le faire. J'ai noté toutes vos questions, toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors il y a eu beaucoup de questions, je pourrais pas répondre à toutes les questions. Je vais peut-être garder quelques questions pour une prochaine vidéo. Et je vais séparer les questions en deux catégories. Il y a la catégorie astro et il y a la catégorie entrepreneuriat, lifestyle, voyage, et il y a des questions un peu plus perso aussi que j'ai trouvées très intéressantes. Alors on commence tout de suite avec une première question. Bonjour, j'aimerais me lancer pour devenir astrologue, mais je suis un peu perdue. Quels sont les outils comme livres ou autres que tu peux me conseiller pour débutantes qui t'ont beaucoup aidé? Merci beaucoup, sinon j'adore ton contenu et le mettre beaucoup. Bah écoute, merci à toi déjà pour ton gentil message. J'ai fait toute une vidéo sur cette chaîne pour t'expliquer comment te former à l'astrologie en deux parties. Comment se former en autodidacte et comment se former à l'aide d'une formation, comment choisir la bonne formation. Donc je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo, elle est méga complète et en fait je réponds à cette question dans toute la vidéo. Donc je te réfère directement à ça. Je passe directement à la deuxième question. Les gars, je vais vraiment essayer de faire une vidéo concise où je réponds à un maximum de questions sans faire 15 000 parenthèses. Je viens juste d'en faire une, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que ça va le faire parce que j'ai noté quand même pas mal de questions. Évidemment, je pourrais pas répondre à toutes les questions, mais il y en a déjà pas mal. Alors, deuxième question que j'ai reçue, je pense, au moins 3-4 fois. Peux-tu parler des iodes? J'en ai 3 dans mon thème astral. Coucou, tu avais évoqué les iodes dans une story. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, etc. Alors, les iodes, les gars, c'est une figure astrologique qui est très complexe. Donc, c'est une figure astrologique qui est formée de deux quinconces, qui est un aspect mineur, avec un sextile en base qui forme en fait un triangle à pointe fine. Et le iode, en fait, c'est une figure qui est très spirituelle, qui est très complexe à analyser. Je ne conseille absolument pas de se lancer dans l'interprétation d'un iode quand on ne sait pas déjà interpréter les aspects à un très bon niveau. D'accord? Donc il faut vraiment avoir un niveau avancé en astrologie pour pouvoir comprendre en fait toute l'essence de l'interprétation du iode, parce que ça nécessite de déjà devoir comprendre les aspects majeurs et puis ça nécessite de devoir comprendre en fait le quinconce qui est un aspect mineur. Je pourrais faire une vidéo pour vous parler des figures astrologiques parce qu'il n'y a pas que le iode, il y a le carré hanté, il y a la grande croix, il y a le grand trigone et puis il y a le cerf-volant, enfin il y a plein de figures astrologiques, donc je pourrais faire une vidéo séparée. C'est des choses que j'enseigne dans mes formations bien évidemment, mais là je t'avoue que je me sens pas en fait de genre te faire un genre 5 minutes de blabla sur le iode parce que ce serait pas juste en fait, enfin tu vois, genre je peux pas parler de ça en 2 minutes, c'est pas possible. Donc dites-moi dans les commentaires seulement si vous avez un niveau avancé en astro, si vous savez déjà interpréter les aspects, mais je pense que c'est important de faire les choses dans l'ordre. Si tu sais pas interpréter une planète en signe et en maison, va pas essayer d'interpréter un iode. Je dirais qu'il faut limite être astrologue pour pouvoir vraiment correctement réussir à interpréter un iode parce que c'est assez complexe. Et voilà, mais c'est une figure qui est très spirituelle et en fait si tu veux, le iode il pointe toujours vers une planète, c'est-à-dire que au bout des deux quinconces il y a une planète et ça c'est la planète en fait qui retient et qui détient toute l'énergie du iode, et c'est là en fait que peut se trouver la clé de solution de beaucoup de choses dans ta vie et une forme de quête spirituelle si je peux dire, même si c'est un peu simplifié. Mais je vais passer tout de suite à la question suivante. Tes astuces pour calmer une lune en Gémeaux qui ne s'arrête parfois pas d'être à 200 km/h. Non, honnêtement, je sais pas comment répondre à cette question parce que je sais pas m'arrêter déjà moi. Et là, les gars, plus que jamais en fait, depuis que je suis rentrée de Bali, je suis genre tout le temps dans ma tête. Alors, mes astuces, j'en ai quand même. Le breathwork, donc les exercices de respiration, c'est un truc de malade. Moi, j'en fais tout le temps, tout au long de la journée, j'en fais tous les matins, c'est mon non négociable du matin, je me réveille, j'écoute ma petite méditation de reprogrammation subconsciente, Theta Healing, machin. Et ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est mon breathwork. J'ai une app sur mon téléphone qui s'appelle Open, c'est pas sponsorisé. Open, si vous voulez me sponsoriser, genre welcome. Franchement, j'adore cette application, elle est incroyable. Les exercices de respiration sont géniaux et du coup, je fais ça tous les matins. Donc vraiment, les exercices de respiration à travers le breathwork, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à calmer mon esprit. Et puis évidemment, après, il y a tout ce qui est rituel d'ancrage. Moi, je sais que quand j'étais à Bali, et c'est quelque chose qui me manque terriblement depuis que je suis rentrée, c'était d'aller tous les jours marcher pieds nus, que ce soit dans le sable, dans la terre, de mettre les pieds dans l'eau de la mer. Et ça, je le faisais tous les soirs, les gars. Genre littéralement, c'était ma sunset walk. J'allais marcher au bord de la plage tous les jours pour regarder le coucher du soleil. Et en fait, c'était vraiment un bon rituel d'ancrage en fait pour vraiment passer de tout ce qui se passait dans ma tête, mon ébullition de mes stratégies entrepreneuriales et de mon travail à je reviens dans mon corps. Donc ça c'est la deuxième chose que je peux te dire pour calmer ta lune en Gémeaux. Et puis en fait c'est tout simplement la méditation. Et alors attention à la méditation parce que tout le monde en fait, non pas tout le monde c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de personnes, pourquoi je dis tout
Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui mais moi j'ai la lune en Gémeaux du coup je peux pas méditer. C'est pas vrai, tout le monde peut méditer parce que méditer ça veut pas dire ne pas avoir de pensée en fait. Je pense qu'il y a vraiment une misconception. Oui, c'est ça, ce serait pas une vidéo de moi si j'avais pas un mot en anglais dans ma vidéo. Je sais pas comment tu dis misconception en français. Comment tu dis misconception? Je ne sais pas. Voilà, tu me diras dans les commentaires comment on dit misconception en français. Que il faut pas penser quand tu médites, mais c'est pas vrai. La méditation c'est simplement en fait le fait de noter quand tu penses, c'est-à-dire en fait prendre conscience que tu penses et puis revenir à ta respiration. Et ensuite ton esprit il va recommencer à penser et là tu fais ah là je viens de penser à ça et tu reviens. Ah là je viens de penser à ça et tu reviens. Et c'est ça la pratique de méditation en fait. C'est pas de t'asseoir pendant 5 minutes comme ça en lotus et de pas penser parce que c'est pas possible en fait. Genre personne ne pense pas. Enfin si ça fait des années et des années que tu pratiques la méditation, peut-être que t'arrives à un stade où t'as moins de pensées et c'est là où on essaye d'aller, hein, c'est d'avoir moins de ces moments où on quitte le moment présent parce qu'on va de notre tête. Mais même moi, ça fait des années que je pratique la méditation et je suis tout le temps en train de penser. Mais l'exercice, en fait, la pratique et le commitment que tu fais quand tu pratiques la méditation, c'est simplement de t'asseoir et de te dire là je suis en train de penser et tu reviens. Et en fait, ça c'est quelque chose en fait que tu prends avec toi dans ta vie de tous les jours, qui peut t'aider en fait à arrêter de t'identifier à tes pensées et arrêter de croire tout ce que tu penses parce que tout ce que tu penses n'est pas vrai. Et ça c'est quelque chose de très important à concevoir. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Pourquoi malgré un transit d'Uranus sur mon soleil en maison 7, je n'ai pas fait de rencontres inattendues? Bah tout simplement parce qu'un transit d'Uranus dans ta maison 7 ne signifie pas seulement de faire des rencontres inattendues, ça signifie beaucoup d'autres choses que je vous enseigne dans la formation Transit Astro by the way qui est toujours en promotion de lancement. Si jamais tu as envie d'apprendre à faire des lectures de transit, si tu as envie d'apprendre à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le ciel par rapport à ton thème astral, cette formation est faite pour toi. Donc n'hésite pas à checker, je mettrai le lien juste en dessous dans la barre d'infos. Mais vraiment, un transit d'Uranus sur ton soleil en maison 7 ne signifie pas uniquement que tu vas faire des rencontres inattendues, ça signifie surtout et avant tout d'actualiser ton soleil, donc d'actualiser ton identité. Donc ça peut être un moment de chamboulement, de rebondissement, de surprise par rapport à toi, de renouvellement, de réactualisation et surtout de réalignement par rapport à ta vraie nature. Après ça dépend du signe dans lequel ça se passe, mais si tu me dis que c'est maintenant que ça se passe, j'imagine que t'as le soleil en taureau dans la maison 7 et du coup en fait c'est vraiment d'aller sortir un petit peu le taureau de sa zone de confort. Donc ton soleil en taureau, s'il est trop ancré dans ses routines, s'il est trop ancré dans les côtés sombres du taureau, ben Uranus est là en fait pour le secouer un petit peu, l'aider à sortir de sa zone de confort, l'aider justement à bouger, à changer les choses, à se réactualiser, à se réaligner, à évoluer et tellement d'autres choses encore. Et puis c'est pas parce que ça se passe dans la maison 7 que forcément ça implique que tu vas faire des rencontres, peut-être que ça signifie simplement aussi d'actualiser, de te détacher, de rompre certaines relations qui ne te servent pas. Je parle pas nécessairement uniquement de relations romantiques, mais je parle vraiment de relations au sens large. Si t'as des tendances de dépendance affective, et ben c'est vraiment le moment de travailler dessus, de rompre les chaînes en fait et de réussir en fait à shake things up pour pouvoir cultiver des relations qui vont être plus saines, plus alignées avec ta propre vibration. Moi je dirais vraiment que le transit qui peut amener des rencontres inattendues, c'est plutôt un transit d'Uranus sur ton descendant. Déjà, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est un transit d'Uranus en aspect avec le maître de ton descendant. Ça, pour moi, c'est vraiment deux transits qui ont plutôt tendance à amener des rencontres inattendues. Mais un transit d'Uranus sur ton soleil maison 7, j'aurais pas nécessairement dit que c'est la première chose que symbolise et que signifie ce transit-là. Donc voilà. Ton top 3 des bouquins astro, j'ai reçu plusieurs fois cette question. Ça dépend de quel type de bouquins astro vous parlez. Il y a une série de livres que j'adore, c'est les livres de Luc Biget. Donc il y a les livres sur la symphonie du zodiaque, il y a le cœur des planètes et il y a un troisième livre sur les maisons. Donc ces 3 bouquins de Luc Biget, je les adore. Et puis bah il y a le livre de Sue Tompkins sur les aspects. Ça c'est les gars, c'est mon all time favorite book. C'est le genre de livre que j'aime tellement que genre je peux le lire encore et encore et encore. Il est incroyable, c'est un livre sur les aspects qui est genre très bien fait. Et si je devais donner un troisième livre, bon là j'en ai déjà donné 4 mais je vais t'en donner encore un. Il y a Cosmic Love de Jan Spieler. Et je suis aussi en train de lire son livre sur les nœuds lunaires, mais je sais plus comment il s'appelle, mais il a écrit un livre sur les nœuds lunaires qui est genre absolument fantastique. Investir ou pas dans un logiciel Astro Pro, ça dépend d'où tu en es dans ta pratique, ça dépend de ton niveau. C'est pas nécessairement quelque chose que je recommanderais à tout le monde si t'es juste astrologue débutant. Enfin je veux dire, si tu viens juste de te lancer dans ta pratique d'astrologie, c'est pas nécessairement quelque chose duquel t'as besoin. Moi je trouve que astro.com, attention vous avez bien entendu, j'ai dit astro.com et pas astrothème.fr. Je répète, astro.com et
pas astrothème.fr, s'il vous plaît, vraiment, j'insiste, voilà, je vais vous engueuler si vous utilisez Astrothème, parce que non. Astro.com, c'est vraiment un outil en fait en ligne qui est gratuit et qui te permet de vraiment déjà aller très très loin. Tu peux faire beaucoup de choses. Je recommande Astro Gold sur Mac et SolarFire sur Windows. Si jamais tu t'intéresses à l'étude des transits, si tu t'intéresses à l'étude des progressions secondaires et si tu as un niveau plus avancé, si tu as déjà une pratique de l'astrologie qui est bien ancrée, si tu fais des thèmes de synastrie composite et que tu as envie de regarder des choses plus poussées, parce qu'en fait sur ces logiciels-là, tu peux superposer jusqu'à 4 thèmes, ce qui est genre absolument extraordinaire, quelque chose que tu peux pas du tout faire sur astro.com. Et puis surtout, et ça c'est un truc, un petit tips que je donne dans la formation Transit Astro aussi, parce que moi j'ai un Mac, du coup j'ai Astro Gold, et bien il te calcule les transits à ta place et du coup t'as pas besoin de te taper les calculs des transits parce que ça peut être assez long. Donc je te le recommande si tu fais des études de transit, si t'as un niveau plus avancé, si tu fais des études de synastrie, je te le recommande aussi si t'as envie de faire des superpositions de thèmes, si tu fais de l'astro prédictive et que t'as envie de regarder à la fois les transits, les progressions secondaires, les transits sur la révolution solaire, etc. Mais sinon... non, je te conseille pas nécessairement. Si tu fais uniquement de la lecture de thème natal, t'as pas besoin. Et si t'es juste amateur et pas astrologue professionnel, t'en as pas besoin du tout. Voilà, astro.com suffit. Je répète, astro.com et pas astrothème. Quand savoir quand on est prêt à se lancer en tant qu'astrologue? Alors, grande question. Je pense que déjà, quand on termine une formation en astrologie pour devenir astrologue pro, il y a une phase de pratique personnelle qui est importante et nécessaire. Je recommanderais jamais à qui que ce soit, à moins que vous vous sentiez prêt, hein, et ça c'est vraiment à vous de le savoir, mais à moins que vous vous sentiez prêt, je vous recommanderais pas nécessairement de vous lancer tout de suite. Je dirais en fait que après avoir pratiqué seul, tu vois, après avoir, je sais pas, fait pas mal de lectures, soit sur donation, soit à tes proches en gratuit, soit ouais à d'autres personnes que tu connais pas nécessairement, mais de façon, enfin tu vois, sur donation ou de façon gratuite. J'aime bien la donation. Je trouve que c'est cool, tu vois, parce que ça te permet en fait d'avoir un échange d'énergie, mais sans que ce soit genre vraiment, tu vois, comme une consultation. Bah en fait c'est à toi de voir où est-ce que t'en es par rapport à ce que tu peux apporter au natif. Est-ce que tu sens vraiment que les informations que tu lui as données sont suffisamment poussées pour pouvoir permettre en fait que le natif puisse opérer une transformation dans sa vie, tu vois? Est-ce que tu as été capable de lui donner des outils? Est-ce que tu as été capable de le guider? Est-ce que tu as été capable en fait d'aller suffisamment en profondeur dans l'analyse pour pouvoir lui faire avoir des déclics sur certaines choses? Puis attention, après je tiens à préciser un truc aussi avec ça, c'est que parfois t'as en face de toi des personnes qui sont tellement conscientes, qui ont fait un travail tellement important sur elles, que tout ce que tu vas leur dire en fait c'est simplement des confirmations de ce qu'elles ont eu à travailler, et que du coup elles vont pas avoir des déclics de ouf. Donc là à ce niveau là ça veut pas nécessairement dire que ton analyse a pas été impactante, mais je pense que c'est important d'être honnête avec toi-même et de te dire, est-ce que les analyses de thèmes que je fais sont suffisamment impactantes pour mériter en fait d'être correctement rémunérée? Et je pense que déjà ton tarif il va évoluer, donc quand tu te lances en tant qu'astrologue pour faire des consultations, ton tarif au début il est bas, tu vois, tu commences plus bas, et puis après au fil des années, au fil de ton expérience, de ton expertise, au fil de ce que tu peux ajouter à tes consultations, et bien là tu peux commencer à augmenter un peu tes prix, mais voilà, il faut vraiment juste pratiquer, et c'est ce que je vous aide à faire dans le mentoring astro-intensif, qui est ma formation pour devenir astrologue, pour réussir à faire des lectures de thème natal, pour donner des consultations tout simplement. Et je rappelle que les inscriptions réouvrent au mois de mars, donc surveille bien ça, et n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente. Je mettrai la page pour t'inscrire sur la liste d'attente juste en dessous dans les notes du podcast, j'ai trop l'habitude de faire des podcasts les gars, en plus j'ai mon micro de podcast là. Non, on est sur YouTube là. Bah le podcast il est aussi sur YouTube, mais je mettrai ça dans la barre d'infos si jamais tu veux plus d'informations, parce que c'est une formation en fait qui est basée sur la pratique. Voilà, donc il y a autant de théorie que de pratique, et j'accompagne les personnes de cette formation, je les corrige, je les redirige, je leur donne des conseils pour approfondir leurs analyses, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très très complet. Alors on passe tout de suite aux questions voyage, entrepreneuriat un peu plus perso. Alors il y a un peu un blend, donc les premières questions en fait dans cette catégorie là, c'est un peu des questions, un mix entre astro et perso. La première c'est, est-ce que tu utilises l'astrocartographie ou l'astrogéographie pour planifier tes voyages? Et la réponse est non, absolument pas. Tout simplement parce qu'en fait, ce que je fais quand je planifie mes voyages, c'est que je m'écoute, j'écoute où est-ce que j'ai envie d'aller, parce que je sais que ce sera toujours juste. Et en fait, j'interviens après avec l'astrogéographie en fait pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais potentiellement vivre à cet endroit, pourquoi à ce moment-là de ma vie j'ai été attirée par cet endroit. Et donc voilà, donc je l'utilise après avoir planifié mon voyage, mais je planifie pas en fonction de ça. Je sais qu'il y a des personnes qui le font, mais c'est pas personnellement quelque chose que j'ai envie de faire. Alors là, j'ai une question que j'ai adorée, genre vraiment merci d'avoir posé cette
question parce qu'en fait je suis en plein dans ma phase d'exploration, dating, je sais pas si je suis en mode dating, tu vois, genre je sais clairement que j'ai pas envie d'avoir une relation, mais j'ai envie de faire des rencontres, voilà, j'ai envie de faire des rencontres, j'ai pas envie de me poser, je suis très claire là-dessus, genre vraiment, je suis sur les apps de rencontres et j'ai aucun problème avec ça. C'est marrant parce que j'ai parlé à pas mal de personnes qui ont des blocages avec les apps de rencontres, moi je trouve ça tellement fun les gars, genre ma lune en Gémeaux, elle kiffe. D'ailleurs si tu veux que je te donne des conseils dating, apps de rencontres, astro, dis-le-moi dans les commentaires, parce que j'ai reçu beaucoup de réactions, j'avais fait une story sur Instagram où j'avais mis quelques partages Bumble sans dévoiler l'identité de ces personnes bien évidemment. Vous avez été beaucoup à réagir et à me dire que vous vouliez genre un épisode de podcast ou une vidéo là-dessus, et je me dis que ce serait très fun de le faire, mais voilà, dis-moi dans les commentaires si t'as des questions par rapport à ça. Au bout de combien de temps de relation tu check le thème astro de ton boyfriend? Alors, je vais être totalement honnête avec toi, je check le thème astro de mon date avant le date. Alors je le fais pas à chaque fois, mais j'adore le faire parce que les gars, l'astrologie c'est ma vie, l'astrologie ça coule dans mes veines, et en fait regarder le thème, et c'est pas seulement mes dates hein, mais c'est genre regarder le thème de toutes les personnes que je rencontre dans ma vie littéralement, genre vraiment là j'étais dans un co-living, je m'amuse à regarder le thème astral de tout le monde parce qu'en fait ça m'aide à évoluer dans ma pratique d'astrologie, dans le sens où j'arrive à comprendre certains placements et leurs manifestations de façon très concrète et très tangible, j'arrive à faire des observations en fait par moi-même, et du coup c'est pour ça en fait que j'adore regarder le thème de mes futurs dates, le thème des personnes que je rencontre, tout simplement pour pouvoir faire évoluer ma pratique de l'astrologie, et je trouve ça très fun. Littéralement je déconnecte jamais hein, mais c'est juste, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon être, c'est comme ça que je vibre dans la vie. On a une conversation toi et moi, j'ai vu ton thème, et à chaque fois que tu vas me dire quelque chose, je vais faire référence à quelque chose dans ton thème. Tu vois, tu vas me parler de, je sais pas, le fait que ta mère était narcissique, et je vais réfléchir à ton thème. Tu vas me dire que t'es un people pleaser, et je vais réfléchir à ton thème. En plus j'ai une mémoire photographique, du coup une fois que j'ai vu ton thème je le connais. Tout ça pour dire en fait que je check le thème avant le date en général. Regarder un thème astral pour moi c'est une expérience énergétique qui est très intense et très importante, et en fait j'arrive à capter des infos à travers un thème astral. Pour moi un thème astral c'est très énergétique. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à capter des infos énergétiques sur des personnes simplement en les regardant, d'autres qui arrivent à capter des informations en les touchant. Moi en regardant un thème astral j'arrive à me connecter un petit peu à certaines capacités de, j'aime pas trop ce mot, mais de médiumité. Je suis pas médium, mais tu vois, genre d'intuition très forte on va dire. Et du coup là récemment je vais vous dire, parce que je vais en parler peut-être juste après vu que j'ai reçu des questions par rapport à ça, j'ai fait 2 rencontres à Bali, donc j'ai rencontré 2 mecs avec qui j'ai eu des histoires, c'était très cool. Et en fait la première fois que j'ai vu le thème astral du deuxième, j'ai tout de suite su ce qui allait se passer entre nous à un niveau énergétique, et ça s'est passé comme je pensais que ça allait se passer, et j'ai aussi tout de suite vu en fait que c'était absolument pas quelqu'un pour moi. Et ça, je le repère très facilement dans un thème. Pour moi, c'est hyper facile et hyper simple, même avant de générer le thème de synastrie. Bon, déjà, je connais mon thème astral par cœur, donc en fait, je connais tous les degrés de mes planètes et de mes angles par cœur. Donc quand je vois un thème, je vois déjà ce qui se passe dans la synastrie. Je vois tout de suite aussi si ça va le faire ou si ça va pas le faire. Je vois tout de suite les challenges, je vois les opportunités aussi. Et là, en fait, je me suis tout de suite dit, ça va pas le faire en mode genre ça va pas durer, par contre on a des choses à vivre ensemble. Envisages-tu un programme ou autre pour accompagner les entrepreneurs? J'avoue que ça m'a traversé l'esprit pendant longtemps, je voulais le faire à un moment donné, j'ai failli le faire, genre vraiment j'ai failli le faire, et après je me suis dit je sais pas, et en fait c'est quelque chose qui me suit depuis genre 1 an et demi, c'est un peu dans le coin de ma tête, et peut-être que je vais le faire, mais je suis pas sûre. Voilà, donc affaire à suivre. Comment est-ce que tu vois l'avenir de l'astrologie et des astrologues? Alors je pense que là on est en pleine explosion de l'astrologie, et en fait ça commence à retomber un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu un gros pic d'intérêt pour l'astrologie je pense en 2021-2022, et là c'est marrant, en 2023 j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui arrêtent l'astro, donc c'est intéressant, mais il y a plein de personnes qui se forment aussi. En toute sincérité les gars, l'astrologie ne fait que gagner en popularité. Je pense qu'à un moment donné, dans quelques années, je pense peut-être dans 10-15 ans, ça va peut-être retomber un petit peu, mais en tout cas là on est en pleine popularité, c'est en train d'exploser, surtout qu'en fait ça devient de plus en plus accessible parce que les enseignements deviennent de plus en plus accessibles, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent, et parce que du coup en fait ça fait un peu ripple effect. Comment tu traduis ripple effect? J'ai passé trop de temps dans des pays où on parle pas français, je sais plus parler français. Tu sais quand tu jettes un ricochet dans l'eau et que ça fait genre l'effet de résonance, je sais pas, t'appelles ça comme ça, on va dire que c'est ça. Et du coup en fait maintenant tout le monde parle de Mercure rétrograde, genre c'est devenu mainstream de parler de Mercure
Mercure rétrograde, c'est devenu mainstream, genre moi je suis sur les apps de rencontres, tous les mecs connaissent leur signe lunaire, ils connaissent tous leur ascendant, ils connaissent peut-être pas leur thème astral, tu vois, mais en tout cas ils connaissent leur big three. Du coup je trouve ça très cool et en fait je pense que ça va beaucoup évoluer encore, je pense que l'astrologie n'a pas fini de se transmettre. Après il y a beaucoup de monde dans l'espace aussi et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se lancent, mais ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup de patience en fait de se lancer dans l'astrologie, et il y a des personnes en fait qui sont passionnées pendant quelques mois puis après ça les passionne plus et c'est ok hein, il y a pas de problème avec ça. Moi je me passionne aussi pour beaucoup de choses et après je me déchauffe, ça m'arrive genre très souvent en tant que bonne lune en Gémeaux que je suis, mais voilà un petit peu mon avis. Je sais pas si j'ai trop répondu à ta question, mais en vrai là avec le transit de Pluton en Verseau, à mon avis, je vais en parler dans un épisode de podcast, mais à mon avis l'astrologie va prendre une ampleur. Ce que je vois aussi c'est que je pense qu'à l'avenir ça va devenir de plus en plus normalisé en fait que des personnes qui ont plus d'influence fassent appel à des astrologues. Alors on sait tous que les hommes politiques ont des astrologues, même s'ils le disent pas, tout le monde le sait, c'est pas possible autrement. Pourquoi est-ce qu'ils auraient pas des healers et des astrologues, hein, vraiment pourquoi pas, et des chamans et tout ce que tu veux. Mais je pense en fait que dans les entreprises, il va y avoir de plus en plus de, je sais pas, peut-être des personnes en fait qui vont faire appel à l'astrologie pour comprendre certaines choses, pour aider leurs employés, etc. Pourquoi pas. Comment lancer son projet entrepreneurial astro quand on ne se sent pas 100% confiant? Alors ma question pour toi c'est pourquoi est-ce que tu te sens pas confiante? Est-ce que c'est parce que t'as le syndrome de l'imposteur et que tu te compares à tout le monde et que tu te dis que ce que toi tu fais c'est nul en comparaison des autres, ou est-ce que c'est parce que peut-être que t'as encore besoin de te former, peut-être que t'as encore besoin d'acquérir des connaissances de base avant de te lancer, mais en fait, je vais te donner un conseil de bélier parce que moi je me suis lancée et en fait il faut juste y aller quoi. En fait, je pense qu'il faut arrêter de prendre ça trop au sérieux parce que c'est pas parce que tu te lances dans un projet entrepreneurial, que ce soit en lien avec l'astro ou pas, que forcément il faut à tout prix que ça marche parce que sinon on va me regarder et sinon on va penser que j'ai échoué et c'est une catastrophe et j'ai raté ma vie. En fait, tout dans la vie les gars, c'est juste des expériences. Genre tout ce que tu vis, ce ne sont que des expériences. Et personne te demande de réussir, personne te demande d'atteindre un certain chiffre d'affaires, personne te demande de faire ci ou ça. Genre juste prends ça plus à la légère et dis-toi pourquoi tu le fais. Quel est ton vrai pourquoi? Est-ce que tu le fais pour t'amuser? Est-ce que tu le fais parce que t'as envie d'être libre? Est-ce que tu le fais parce que t'as envie d'aider d'autres personnes? Quel est ton pourquoi? Reconnecte-toi à ça et essaye de te déconnecter un petit peu de ce côté trop sérieux de ouais, quand je lance quelque chose il faut que ça marche. Non, moi j'ai lancé plein de trucs qui ont pas marché et c'est ok. Et là je suis en train de lancer un gros projet. Je peux pas vous en parler, je suis désolée, je fais la meuf, je sais, c'est insupportable mais je peux vraiment pas vous en parler pour le coup. Mais je suis en train de lancer un gros truc et en fait si ça se trouve ça va complètement rater, j'en sais rien du tout. En plus je suis en train d'investir de l'argent dedans, mais voilà, si ça se trouve ça va rater et je m'en fous parce qu'en fait je suis tellement heureuse de le lancer, je suis tellement heureuse en fait de faire cette aventure. Pour moi ce qui est le plus important quand tu lances un projet, c'est pas de réussir en fait, c'est genre le kiff du moment de lancer ton projet. Ouais je sais, c'était très bélier. J'espère que j'ai répondu à ta question. Comment s'est passée ta transition de je lâche mon boulot à je lance mon auto-entreprise? Je sais plus si j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, mais c'est fort possible. La transition elle a été assez smooth dans le sens où avant de lâcher mon boulot, bon déjà j'étais en CDD, mais il me semble que j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, hein. Il me semble bien. J'étais en CDD, du coup mon contrat s'est arrêté et en fait avant de lâcher mon boulot je travaillais pour cette boîte en freelance, donc dans le marketing digital en fait. Donc je travaillais en freelance et à côté je me suis lancée et ensuite j'ai arrêté de faire du freelance et j'ai eu le chômage. J'ai eu la chance d'avoir le chômage, je sais pas si c'est encore possible aujourd'hui et j'ai été très claire avec le chômage, hein. Je leur ai dit que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat et c'était pas du tout un problème. Vraiment au contraire, j'ai été encouragée donc c'était très cool. Et puis ensuite, je crois que j'ai eu 1 an et demi de chômage et puis après bah mon affaire elle décollait quoi. Elle décollait gentiment et puis après je suis partie en voyage, j'étais en Thaïlande etc. donc c'était cool. Donc la transition elle a été assez douce en fait, c'était pas du jour au lendemain je quitte mon taf et je me lance tu vois. En fait je pense que si t'as envie de te lancer, c'est important de garder une sécurité à côté hein. Vraiment, et je te dis ça en bonne taureau que je suis hein. La sécurité c'est important donc lâche pas tout du jour au lendemain pour te lancer. Fais en sorte en fait de générer suffisamment de revenus pour toi-même, de pouvoir te dégager suffisamment de revenus avec ton entreprise avant d'envisager de quitter ton boulot. Et je sais c'est inconfortable au début parce que tu travailles énormément, c'était mon cas. J'avais 3 jobs les gars, c'est-à-dire que j'avais mon taf en freelance, je bossais pour un autre entrepreneur, il m'a appris beaucoup de choses parce que je voyais les coulisses de son business et tout, et en même temps j'avais ma propre activité que je venais de lancer et je n'arrêtais jamais, genre limite j'ai frôlé le burn-out parce que je faisais que de travailler, mais c'est comme ça et ça a été comme ça pendant quelques mois, j'ai survécu. Tu es suisse, non? Tu es d'où? Je suis de Lausanne, je suis née et j'ai grandi à Lausanne, mais je suis moitié marocaine. Pourquoi as-tu décidé de t'installer à Lisbonne? J'ai fait tout un épisode de podcast pour expliquer un petit peu comment je suis venue ici, pourquoi j'ai décidé de m'installer ici, mais en gros après le Covid,
Non, pendant le Covid, excusez-moi. En fait, je vivais à Bali avant, donc j'ai vécu à Bali pendant 1 an et demi, 2 ans, de 2018 à genre 2020. Et ensuite, j'ai débarqué à Lisbonne un peu par hasard parce que je voulais revenir en Europe quelque temps. Et puis au final, je me suis tellement plu ici que je suis pas partie. Voilà. Mais j'ai fait tout un épisode de podcast, c'était dans la capsule d'été, donc je t'invite à aller écouter ça si tu veux en savoir plus. L'épisode dure 40 minutes, donc clairement t'auras de quoi m'entendre parler de Lisbonne. Quelle a été ta plus belle expérience en 2023 ? C'est deep comme question. Franchement, j'y ai pas réfléchi et vous savez quoi en fait, j'ai pas encore fait mon bilan perso 2023, j'aurais peut-être dû réfléchir avant. En fait, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, hein, pour être honnête. Et là en fait, je me dis, mon voyage à Bali, honnêtement, ça a été ma plus belle expérience 2023. Mon voyage à Bali. Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse en ce moment ? Mon travail, ce que je crée, mes formations, le podcast et mes voyages. Les voyages que j'ai prévus, les rencontres que je fais, la vie. Genre ma vie me rend tellement heureuse en ce moment, je suis tellement reconnaissante. Tes plus grandes leçons de 2023 ? Alors une des plus grandes leçons de 2023 pour moi, ça a été d'accepter de quitter ma relation parce que ma vie s'est transformée quand j'ai décidé de faire de l'espace pour autre chose. Donc quand j'ai quitté cette relation, je l'ai pas quittée, c'était un peu un commun accord. J'ai lancé la conversation mais il était d'accord avec moi. Et du coup, quand je me suis détachée de cette relation, c'est là en fait que j'ai réussi à être dans la pleine expansion de moi-même. Donc une des plus grandes leçons en fait, c'est d'accepter de laisser mourir certaines choses pour faire de la place à d'autres choses. Très plutonien, n'est-ce pas ? Et puis une autre des leçons qui est en lien avec la question d'après. Quelle a été la chose la plus ouf que t'aies vécue à Bali ? Et je vais terminer la vidéo sur cette note parce que la chose la plus ouf que j'ai vécue à Bali et une de mes plus grandes leçons de 2023 en fait, une des choses les plus fortes que j'ai vécues en 2023, c'était ma reconnexion à mon corps. Et j'ai galéré pendant toute ma vie les gars par rapport à mon corps. J'ai eu des TCA, j'ai vraiment été dans une forme de haine très forte envers mon corps, complètement déconnectée de mon corps. Et en fait, ce voyage à Bali, ce qui m'a apporté de plus fort et de plus ouf, et ça n'a pas été une seule expérience, mais ça a été en fait une accumulation de plein d'expériences différentes qui ont fait en fait que je me suis plus que jamais reconnectée à mon corps. Donc il y a eu la danse, donc la danse sexy de laquelle je parle, tu sais, le sensual floor work. J'ai fait un épisode de podcast où je parle du dark féminine et en fait je parle de cette expérience là dans cet épisode de podcast, donc n'hésite pas à aller voir ça. Et puis j'ai fait des rencontres et du coup des expériences sexuelles qui m'ont transformée. Voilà, parce que pour moi, j'ai marre sans poisson les gars, pour moi le sexe c'est une expérience spirituelle avant tout, et donc en fait c'est des expériences qui m'ont vraiment transformée et il n'y a pas de retour en arrière. Donc en fait c'est une accumulation de plein de choses. J'ai fait plein d'expériences spirituelles aussi à Bali à travers des séances de Kundalini Yoga, des séances de breathwork, des séances de healing aussi, de guérison, et puis tout simplement en fait le fait de nager dans l'océan pour moi c'est une expérience spirituelle en soi qui m'a tellement apporté. Et en fait tout ça a fait que je me suis vraiment reconnectée à moi, à mon corps, et en fait j'ai l'impression qu'il y a eu une énorme transformation qui s'est opérée à ce niveau-là. Et c'est marrant parce que j'avais commandé ma révolution solaire pour mon anniversaire à une de mes anciennes élèves d'ailleurs, à qui je fais un coucou si elle passe par là, et en fait elle m'avait dit que c'était l'année où j'allais reconnecter à mon corps et guérir quelque chose par rapport à mon corps. Et je vais d'ailleurs lui envoyer un petit message pour lui dire que ouais, c'est le cas. Et oui, by the way, je commande toujours ma révolution solaire chez d'autres astrologues parce que j'ai un peu du mal à le faire pour moi-même. Autant j'arrive très bien avec les transits, c'est marrant, mais avec la révolution solaire, j'ai un peu plus de mal à prendre suffisamment de recul. Genre, je sais très bien le faire pour les autres, mais j'ai genre plus de mal à prendre du recul pour moi-même. Donc voilà, chaque année je commande ma révolution solaire chez une personne différente et je trouve ça hyper fun et j'adore aller consulter des astrologues. C'est pas parce que t'es astrologue que tu vas pas consulter des astrologues, parce que j'adore en fait avoir des perspectives différentes, j'adore qu'on me parle de certains placements peut-être avec une vision différente, avec un filtre différent et avec une pratique de l'astrologie qui est différente. Donc voilà, j'ai absolument pas bu mon café, donc je vais y aller, je vais aller boire mon café. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait les gars. Qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes un silent viewer, ça veut dire si vous êtes une personne qui regarde les vidéos sans commenter, sans vous abonner, déjà abonnez-vous, voilà, parce que je publie des vidéos toutes les 2 semaines à peu près et un épisode de podcast toutes les semaines sur cette chaîne pour vous aider à approfondir votre pratique de l'astrologie, pour vous aider à apprendre l'astrologie de façon fun, ludique et pédagogique. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me poser d'autres questions, pour une prochaine vidéo potentiellement, ou alors pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Voilà, je vous aime très fort, passez une merveilleuse journée, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Bye!